On va poursuivre ces échanges, cette réflexion avec et autour d'un ensemble de pratiques qui relèvent pleinement de la transmission sous tout un tas de formes diverses, mais qui font partie chacune de ce processus de la mise en partage du cinéma, avec la double dimension qu'on a très bien entendue ce matin, et qui est essentielle et qui court tout au long de cette journée, de partager le cinéma par amour du cinéma, par relation avec le cinéma, par conscience de l'immensité des émotions et des choses qui nous apporte et qu'il rend possible chez chacune et chacun d'entre nous, et du même mouvement, pas par ailleurs, du même mouvement, de combien ces transmissions du cinéma participent d'enjeux démocratiques, d'enjeux citoyens, d'enjeux de présence dans le monde et de manière d'habiter le monde, et que c'est les deux versants de la même énergie qu'on essaye de mettre en évidence et en circulation entre nous pour le courant de cet après-midi, donc qui va successivement se focaliser autour d'ensemble de dispositifs, au sens très large du mot dispositif, qui prennent en charge ces enjeux de transmission. Parmi ces dispositifs, qui est central, dont on a déjà beaucoup parlé ce matin, donc on va continuer à en parler non seulement cet après-midi, mais tous les autres jours de l'année qui vient et les années qui suivent. Il y a la salle de cinéma. Tout ce dont nous parlons exige la relation avec la salle, pas forcément exclusivement avec la salle, je n'ai pas dit ça, mais exige le rapport avec la salle, les salles, et donc on va commencer je vais accueillir à mes côtés pour que nous les écoutions quatre personnes qui ont un rôle actif, concret, pour nous parler des pratiques de transmission telles qu'ils les mettent en œuvre dans le cadre des salles du cinéma. Et donc, je souhaiterais être rejoint, je me sens trop seul sur cette scène, par Maureen Beaumont, donc du cinéma Le Concorde à Nantes. Bonjour. Maureen, par Arnaud Boileau, qui est responsable du Nouvel Odéon à Paris, par Edith Perrin, qui a été très longtemps responsable de la coursive à La Rochelle, et par Stéphane Goudet, qui est une sorte de c'est le matou qui revient dans la chanson. On fait n'importe quoi. Et il y a Stéphane Goudet. Et nous en sommes ravis. Merci de ta présence, Stéphane. Merci à vous quatre d'être là. Donc on entend rien qu'à l'énoncer que c'est des emplacements différents, que ça renvoie en fait à des pratiques relativement différentes, il y a des expériences différentes dans les manières de faire vivre la transmission du cinéma dans les salles. Si ça vous convient, Maureen, voilà, on va commencer avec vous. Bonjour à tous, merci déjà de m'accueillir, je suis ravie d'être là et assez honorée après tout ce qu'on a entendu dans la journée. Franchement, c'est hyper inspirant de toutes ces choses sur la transmission et c'est essentiel en plus de ça. Il y a plein de choses qui sont ressorties depuis ce matin et qui, moi, ont particulièrement résonné avec ce qu'on propose, nous, au Cinéma Le Concorde. Et notamment, déjà, la transmission, nous, la salle de cinéma, on a la transmission de cette pratique de la salle. Donc, d'aller voir des films en salle, ça passe évidemment par les dispositifs d'éducation à l'image dont on a pas mal parlé, qui sont essentiels et qui permettent à beaucoup de jeunes de venir des fois pour la première fois au cinéma, même très tardivement en termes d'âge.
mais qui est vraiment essentiel. Les dispositifs, on accueille nous beaucoup de dispositifs, beaucoup de classes dans le cadre des dispositifs scolaires. Et puis, il y a cette transmission de la pratique et de la salle, en l'occurrence pour ma part, indépendante, art et essai, qui sont des termes qu'on connaît tous depuis longtemps, et qui en fait sont très peu, je trouve, employés par le public, par le grand public. Donc c'est aussi cette question de la transmission des enjeux des salles de cinéma, de là où elles se situent. On a beaucoup parlé ce matin aussi de là où on se situait vis-à-vis de la transmission, et je pense que c'est une question qui est essentielle de ce point de vue-là. Et ben nous, on se situe, donc on est le Concorde à Nantes, on se situe dans une salle à réessai indépendante privée. C'est un statut encore qui est très particulier. Et on s'est posé la question, notamment au moment du Covid. C'est vrai que beaucoup de salles se sont posées beaucoup de questions à ce moment-là. Il y a eu les fermetures. Ça nous a donné l'occasion de mouliner un petit peu toutes ces questions, tous ces enjeux. Ce rapport aux pratiques culturelles aussi, puisqu'elles étaient empêchées à ce moment-là. Et nous, on a aussi fait des constats sur notre public. C'est que la transmission de ces pratiques-là, de cette pratique de la salle, en fait, elle dépend beaucoup d'un aspect qui est, pour une part en tout cas, générationnel. C'est-à-dire que je pense toute une partie de ce qu'on considère comme étant le jeune public aujourd'hui, c'est quand même des gens qui ont connu la salle de cinéma dans sa définition la plus diverse. C'est-à-dire qu'il y a des salles comme les nôtres, il y a aussi des salles qui correspondent à des définitions différentes de la nôtre. Voilà. Et donc, forcément, cette diversité-là des salles, des propositions de cinéma et de sorties cinéma, je trouve qu'elle est à prendre en compte aussi dans nos manières de réfléchir à la transmission. Nous, on voit que notre public avance en âge et que se pose la question du renouvellement de notre public de demain. Et on s'est dit, en fait, ce qui fait notre force, nous, en tant que salle indépendante, c'est ce lien particulier qu'on essaye de construire tous les jours avec le public, et notamment le public jeune. On a essayé en fait de réfléchir à ça. Comment est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que en fait les jeunes attendent de la salle de cinéma? Qu'est-ce qu'on peut proposer en plus, en mieux? Comment est-ce qu'on peut entrer en dialogue avec leur cinéphilie aussi? Et donc on a commencé à mettre en œuvre 2 dispositifs au Concorde. L'un qui s'appelle les Pipelettes du Concorde, c'est eux qui se sont nommés comme ça, qui est plutôt sur un aspect critique. Et l'autre qui est sur l'aspect pratique, c'est les filmeurs du Concorde, donc eux pratiquent plutôt le cinéma. Alors, c'est un dispositif qui a beaucoup évolué. On a lancé un peu, alors avec l'élan bien sûr de l'appel à projet 15-25 ans qui a été initié par le CNC et dont on a été retenu, notre proposition a été retenue. Et il a évolué au fur et à mesure en 2 groupes. À la base, ça devait être un seul groupe qui faisait de la pratique et de la critique. Finalement, voilà, les appétences de chacun étant ce qu'elles sont, on a divisé ça en 2 groupes. Et en fait, on invite un petit peu ces jeunes-là. C'est complètement volontaire. C'est gratuit aussi. Ça, c'est important de le dire. On estime que voilà, c'est aussi un engagement de leur part de venir et de participer à ces dispositifs-là. On voulait pas rajouter de barrières en plus que les barrières qui sont existantes. Parce que des fois, la question de l'art et essai, le cinéma art et essai en tant que tel, en tant que lieu, ça peut effrayer les plus jeunes. C'est vrai que c'est pas toujours. On a l'impression que quand on leur parle de ça, il y a quelque chose qui semble être excluant pour eux. Donc ça, c'est aussi important de l'avoir en tête. Et donc ces dispositifs, ils viennent, pour l'aspect critique, ils viennent au cinéma, un peu comme des journalistes le font à Paris, ils viennent voir des films en mode un peu projection presse, donc séance gratuite, VIP un petit peu. Et après, se suit un atelier qu'on anime au cinéma, où on va parler des films, on va échanger, on va débriefer, on va débattre aussi, parce qu'il y a beaucoup de débats des fois sur certains films. Et on essaye d'en produire un contenu. Alors ça peut être un contenu écrit, un contenu vidéo. Là, on commence à passer au son. On fait du podcast maintenant. Et ça marche très très bien. Donc voilà pour la partie critique. Et on a une autre partie qui, elle, c'est les filmeurs du Concorde, qui viennent au cinéma et qui apprennent les outils de réalisation. Alors on ne le fait pas tout seul, on est aidé par une association qui s'appelle PAN, produit à Nantes. Voilà, c'est porté par une réalisatrice qui vient et qui fait
toutes les semaines. C'est un peu voilà, une activité hebdomadaire. Toutes les semaines, ils apprennent en fait les outils de réalisation. Donc on s'est équipé. Ça représente un certain coût. On s'est beaucoup équipé au Concorde là, sur ces 3 dernières années depuis qu'on a débuté les dispositifs. Mais ça, vraiment, ça vaut le coup. On est très très content de ça. Et ce que ça a eu pour effet, c'est ce qu'on disait ce matin, je ne sais plus qui en parlait, mais il y a vraiment cette notion de transmission dans les deux sens. C'est-à-dire que quand on parle des 15-25 ans, moi j'ai toujours un petit peu de difficulté sur la question des classes d'âge. Je sais qu'il faut essayer de ranger les gens par classe d'âge, mais on a l'impression d'une espèce de cohorte avec des goûts un peu uniformisés, avec, voilà, on a tendance à essentialiser un peu le mot jeune, alors qu'en fait, on s'en rend compte à chaque fois qu'il y a des jeunes qui viennent, ils ont des goûts extrêmement différents. C'est ce qui fait la richesse de ces dispositifs, c'est les échanges avec ces goûts extrêmement différents. Ils sont hyper motivés par tout ce qu'on leur propose. On leur montre des films, des fois on se dit mais on peut pas, c'est pas possible, ça va être très compliqué. Et en fait on leur fait des propositions, on se dit, nous on a cet état d'esprit au Concorde de se dire que le cinéma, c'est tout le spectre possible que propose le cinéma. Du cinéma le plus grand public à un cinéma qui sort à 5-10 copies France. Voilà. Et donc on essaye de leur dire que être cinéphile, c'est être curieux d'absolument tout. On est cinéphile quand on regarde un film très grand public, on est aussi cinéphile quand on regarde un film beaucoup plus petit, beaucoup plus confidentiel, on va dire. Mais on est surtout cinéphile, selon nous en tout cas, quand on essaye de naviguer dans toutes ces cinéphiles-là. C'est ça qui fait l'intérêt aussi du cinéma, de pouvoir un peu voyager à travers différents regards. Et dernière chose, j'ai essayé d'aller plus vite, il y a plein de choses à dire. Ce qu'il y a aussi par rapport au lien qu'on a créé avec ces jeunes-là, ce qu'il y a d'essentiel pour moi par rapport au cinéma en tant que lieu, c'est aussi de transmettre nos enjeux. C'est-à-dire, on part de là où on parle, de là où on transmet, et de partager en fait les enjeux de ce qui se passe. Comment est-ce qu'on fait un film, tout simplement? Comment est-ce que le film il arrive jusqu'en salle? Pourquoi on choisit tel film plutôt qu'un autre à la programmation? Voilà, comment est partagé un billet de cinéma? C'est tout bête, mais en fait, c'est des questions qui sont pas si connues que ça. Moi, quand je suis arrivée dans le cinéma dans lequel je travaillais, je n'avais pas de connaissance de ces enjeux-là, qui sont des enjeux importants et qui sont aussi des enjeux d'adhésion, dans le plus beau sens du terme, c'est-à-dire de valeurs. On a envie aussi de leur transmettre, en tout cas de leur exposer nos valeurs, pour leur laisser le choix, bien sûr, d'y adhérer ou non, mais c'est important de pouvoir les transmettre aussi, ces valeurs-là. Voilà. Merci. C'est très riche, on aura envie d'approfondir, mais il faut un petit peu avancer. Arnaud, donc, qui travaille au Nouvel Odéon, endroit où j'ai le bonheur d'organiser 2 ciné-clubs et qui en accueille bien d'autres. Donc là, on est dans un cinéma parisien, du centre de Paris, du Quartier Latin. C'est évidemment des configurations différentes. À toi. La configuration, elle est différente, mais il y a les problématiques qui sont similaires d'un public vieillissant, d'une sorte d'exclusion. Enfin, parfois, les gens se sentent dans un cinéma à essai, pas trop dans leur monde, et cette barrière-là, elle est assez dure à briser, mais c'est un peu ce qu'on essaye de faire au quotidien. La différence, en revanche, je pense, avec d'autres cinémas, c'est que le Quartier Latin à Paris, c'est le quartier le plus concurrentiel de France, c'est-à-dire qu'à 5 minutes à pied, j'ai plus de 10 cinémas, et à 10 minutes ou 15 minutes, on est quasiment à 15 cinémas. Donc le Nouvel Odéon mono-écran, une seule salle, comment est-ce qu'on fait dans ce contexte-là pour apporter une plus-value, pour transmettre les films qu'on veut montrer, qui sont souvent diffusés dans le cinéma juste en face, dans le MK2, dans l'UGC ou dans d'autres indépendants. C'est une question qu'on se pose, que je me suis posée dès que je suis arrivé en poste il y a 3 ans. Et ma réflexion, elle a été surtout de me dire qu'on avait une salle qui était plutôt jolie, qui était plutôt appréciée du public et qui était pour le coup une plus-value par rapport à mes voisins. Mais je me suis surtout posé la question de comment est-ce que moi je vivais l'expérience de cinéma quand j'y allais en tant que spectateur. Et je trouvais que la salle s'y prêtait, était assez agréable pour son côté un peu
familiale sans être une salle trop grande. J'avais pas l'impression d'être dans un multiplex, mais j'avais quand même l'impression d'être avec un écran assez grand. Et je me suis dit, il faut que les gens s'approprient cette salle. Comme moi je l'avais fait en tant que spectateur, c'était vraiment, il faut que les partenaires culturels, il faut que les associations se sentent chez eux dans cette salle. Et pour ça, on va falloir créer des nouveaux ciné-clubs, des nouvelles animations pour justement créer cet effet-là et qu'on soit identifié comme une salle aussi étudiante, parce qu'on est dans un quartier étudiant et qu'on casse justement cette fameuse barrière. Et donc, comme on a un cinéma de continuation, c'est-à-dire qu'on sort les films quelques semaines après leur sortie nationale, on a un petit peu plus de liberté sur la programmation, c'est-à-dire qu'on peut plus facilement enlever une séance un vendredi soir pour rajouter une autre, parce que, entre guillemets, la carrière des films, elle est déjà un petit peu plus actée, et la sortie nationale, c'est déjà un petit peu joué. Et donc là-dessus, nous, on peut vraiment apporter une plus-value, transmettre des émotions par des nouveaux ciné-clubs. Et donc, dans la variété des animations qu'on propose, on a essayé de toucher tous les publics et aussi d'élargir aussi la programmation, pas être que dans de l'art essai pur et dur, et aussi de temps en temps se laisser une liberté, se faire un petit plaisir d'un film. On a un ciné-club notamment pour les 10-13 ans. Enfin, on essaie de viser la génération des parents pour ramener les enfants, où on passe The Truman Show, Astérix Mission Cléopâtre, des films beaucoup plus grand public, mais qui justement recréent cette atmosphère un petit peu familiale qu'on essaye vraiment de donner comme identité du Nouvel Odéon. On a également travaillé autour d'un nouveau ciné-club qui s'appelle les Films Dose, un ciné-club consacré aux films oniriques et fantastiques, justement pour attirer les jeunes cinéphiles qui arrivent sur Paris pour leurs études et qui découvrent les grands classiques du cinéma sur grand écran. Et donc, voilà, on a fait une rétrospective sur les manoirs, on a fait une rétrospective sur les rêves d'enfer avec que des films oniriques. On y a passé notamment Lost Highway, donc voilà, comme ça pour citer Lynch, comme ça sera fait pour aujourd'hui. Et ce qu'on a constaté quand même, c'est que le public étudiant avait répondu présent et avait été surpris parce qu'on a décidé de présenter le film dans le noir avec un animateur qui se lève d'un coup dans le public un petit peu de manière théâtrale et qui lit un texte poétique et onirique en créant une atmosphère. On envoyait des éclairs dans les enceintes pour créer une ambiance un petit peu terrifiante. Et le public qui ne savait rien s'est retrouvé là et à la fin nous disait j'ai jamais vu ça. Et même si c'est objectivement c'est pas voilà, je pense que c'est pas grand chose que de parler dans le noir et de mettre un effet sonore, mais ça a sorti un petit peu du cadre, un petit peu de l'image, du cliché du cinéma à essai, qui peut manquer parfois d'audace, mais qui aujourd'hui, toute la profession, je pense, essaye de se renouveler en créant ce type d'événement. Et en tout cas, ce que j'en ai constaté, c'était que le public qui sort se souviendra à vie d'avoir vécu quelque chose de différent. Et de ce point de vue-là, même s'ils n'ont pas aimé le film, même s'ils n'ont pas aimé la présentation, on sait qu'il y a eu une réflexion, et on sait qu'il y a eu un questionnement de pourquoi est-ce que nous, on avait décidé sur cette ligne éditoriale de présenter le film de cette manière. Et ça, c'était vraiment, voilà, c'est quelque chose qu'on essaie de toujours réfléchir avec mes collègues. On a aussi un ciné-club sur l'Iran, le cinéma iranien, qui vient une fois par mois et qui là aussi est toujours intellectuellement très intéressant parce qu'avec l'actualité politique de l'Iran, il y a tout le temps des choses à dire, à voir, et il y a beaucoup de gens qui commencent à se passionner. Les films iraniens trouvent vraiment leur public en France. Voilà, je pense au Graines du Figuier Sauvage qui a rencontré un grand succès et critique et public. Aujourd'hui, l'Iran attire, et nous, ça fait plus de 10 ans, alors je dis nous, le Nouvel Odéon, hein, pas moi, je n'y étais pas, mais ça fait plus de 10 ans qu'il y a ce ciné-club-là sur l'Iran. Et aujourd'hui, la communauté iranienne nous identifie aussi comme une salle où justement on passe des films qu'on ne peut pas forcément voir ailleurs parce que l'association iranienne ramène les films d'Iran pour les transmettre au public. On accueille également le ciné-club de Thierry Jousse, un critique de cinéma que vous connaissez peut-être, qui toutes les semaines fait des rétrospectives. Et c'est pareil, c'est un ciné-club qui pour le coup est plus traditionnel, c'est-à-dire une présentation et un débat derrière. Mais à chaque fois, on se dit comment est-ce que ce ciné-club traditionnel, on peut essayer de
d'attiser un peu plus la curiosité. Et du coup, on s'est mis à créer nous-mêmes nos bandes annonces. Nos bandes annonces comme un vrai distributeur de films avec des codes de marketing pour justement se dire on a le public cinéphile, mais comment est-ce qu'on fait pour éveiller la curiosité des gens qui ne sont jamais allés voir un film de patrimoine dans une salle, et du coup on essaie de créer ces bandes annonces dans ce sens-là pour viser un autre public que celui qu'on a déjà et qui vient déjà de lui-même. Également, on essaie d'enregistrer les débats pour en faire un podcast qu'on publie toutes les semaines. Et ça aussi pour essayer d'être aussi une ressourcerie d'archives, de choses qui se disent en salle, qui sont parfois passionnantes. Et du coup, pour que plus tard, si des étudiants veulent travailler autour d'un mémoire, d'un sujet, ils peuvent aller piocher dans ces podcasts pour citer Thierry Jousse. On essaie toujours d'être à l'affût de tous les nouveaux partenariats. C'est un travail qui est assez conséquent, mais qui nous permet de faire de la pédagogie sur la réalité de nos salles, sur notre métier. Quand on rencontre des nouvelles personnes qui veulent animer des ciné-clubs chez nous, on essaye toujours de leur expliquer quels sont nos enjeux de programmation, d'être RSC, d'avoir une éditoriale, et aussi nos enjeux économiques, d'un nombre d'entrées qu'on se doit quand même de respecter pour ne pas donner trop vite une carte blanche à des gens qui n'arriveraient pas à nous ramener du monde. Et le fait de faire ce travail-là est pour moi hyper important, parce que c'est comme ça aussi qu'on donne envie de faire ce métier d'exploitant. Et pour conclure sur le sujet de la transmission, moi il y a 15 ans je suis venu avec le lycée en option cinéma au Festival d'Angers. Et c'était, je pense, ma première vraie expérience de cinéphile, à voir 4-5 films par semaine. Et je sais que c'est toutes ces choses-là, c'est le fait de faire une option cinéma, c'est le fait d'avoir des profs qui nous passionnent, c'est le fait de voir des films en salle, de voir des classiques, de voir des Godard, de voir Chantons sous la pluie, que j'avais vu 2 fois en une semaine à 15 ans. Quand j'y repense, je me dis que c'était complètement fou, mais je pense que c'était les premières vraies expériences de cinéphile. C'est toutes ces choses-là qui, plus tard, m'ont donné envie de faire ce métier-là, pour redonner un peu ce que moi on m'a appris, ce qu'on m'a donné. Et au quotidien, en tout cas avec le public, je trouve qu'il faut vraiment sensibiliser les gens sur comment nos enjeux, l'enjeu culturel d'une salle de cinéma, et aussi nos enjeux économiques, parce que les deux sont forcément liés. Je pense qu'une salle qui survit n'arrivera pas à être exigeante dans sa programmation. Et c'est pour ça qu'il faut aussi expliquer les problématiques de tarification des places, tous ces enjeux-là. Les jeunes, pour moi, il faut absolument leur transmettre aussi en créant tous ces partenariats, tous ces événements. C'est comme ça qu'il y aura des générations après, je pense, qui pourront être inspirées de devenir soit exploitants, soit distributeurs, soit d'autres métiers autour du cinéma. Merci Arnaud. Edith, alors tu as beaucoup insisté pour qu'on écrive sur le programme que tu avais cessé en 2019 de diriger la coursive à La Rochelle. Nous sommes très nombreux ici à avoir découvert beaucoup de films, en tout cas grâce au Festival de La Rochelle, pour ceux qui n'y habitent pas, mais les habitants de La Rochelle, ils avaient affaire au cinéma grâce à toi toute l'année. Peut-être revenir à la fois sur cette expérience, cette pratique, et sur comment tu vois comment ça évolue aujourd'hui depuis ton parcours. Bonjour, écoutez, oui, moi je suis non pas directrice, mais responsable cinéma de la coursive à La Rochelle. Alors, peut-être, donc j'ai quitté mon poste en 2019, et je pense que c'est un parcours qui n'existera plus. On était quelques collègues entre Poitiers, Angoulême, Niort, des amis exploitants, à se dire que rester 30 ans, 35 ans dans le même lieu, je crois que maintenant c'est terminé, ça fait un peu dinosaure d'évoquer cela, mais c'est une réalité, nous sommes restés longtemps dans nos lieux. Alors ça permettait, j'espère, de ne pas ennuyer ceux qui nous ont accompagnés dans cette aventure, mais de se dire qu'on pouvait creuser un vrai sillon. Enfin, en tout cas, on l'espère. Alors, moi, j'ai aussi envie de revenir sur des personnes qui m'ont aidé dans mon parcours. Dans les années 80, donc c'est vraiment au siècle dernier, je m'en excuse d'évoquer des souvenirs si lointains, mais j'ai eu la chance de suivre des stages à l'INEP de Marly-le-Roi.
C'était l'époque où des gens comme Jacques Pettat, Dominique Paigny coordonnaient une formation, Jean Douché. Très vite, dans mon parcours, sont apparus et ont existé pour la vie d'autres personnes. Carole, Alain Bergala, Charles Tesson, Alain Philippon, qui n'est plus. Et je crois que sans ces passeurs-là, sans ces amoureux du cinéma, je n'aurais peut-être pas osé faire ce que j'ai fait quand je suis arrivée à la Maison de la Culture, où j'étais néophyte, mais ce qu'ils m'ont donné dans ces stages, dans ces rencontres, j'ai essayé de les mettre en évidence. Et donc, c'est tout de suite des week-ends cinéma, des stages, des rencontres, des cinéastes qui sont venus. Nicolas est venu un nombre de fois, voilà, il est venu très souvent. Et tout ça, ça a compté parce qu'on se donne des ailes quand on se sent accompagné. Et ça, c'est vraiment, je crois, important. Alors, donc, ce travail s'est fait au fur et à mesure des années, donc Maison de la Culture, ensuite Scène nationale. Vous connaissez les lieux, sans doute la Coursive, pour participer, pour la plupart d'entre vous, au Festival de La Rochelle. Je crois que c'est important aussi de dire qu'une salle, et notamment un lieu comme celui-là, qui peut être imposant, un lieu comme le Volcan au Havre ou d'autres scènes nationales, ces lieux existent en centre-ville, et je crois aussi qu'il faut se dire, il faut toujours avoir en tête que le centre-ville est important parce qu'il faut qu'aussi tous les publics puissent avoir accès au centre-ville. Et ça, Michel Crépeau y tenait beaucoup, c'est aussi une figure politique au sens noble du terme qui a habité cette ville. Et moi, je me souviens au début d'École et Cinéma, certains enseignants, des enfants qui habitaient à Mireuil, donc tout près de La Rochelle, du centre-ville, nous racontaient que certains enfants n'étaient jamais venus sur le port de La Rochelle, donc là où il y a la carte postale des Tours et de la Coursive. Ça interroge et ça questionne énormément. Donc effectivement, c'est important de travailler sur la décentralisation, et École et Cinéma s'est construit sur des salles aussi, sur les départements de proximité, dans les campagnes, ailleurs, etc. Mais je crois aussi que chacun aussi a le droit à un lieu fort. Et ce qui a été merveilleux, enfin, dans École et Cinéma, dans le travail et l'investissement des enfants de cinéma, c'est de se dire qu'on va accueillir les enfants comme des spectateurs à part entière. Et moi, je pense qu'aller au cinéma, ça commence par lorsqu'un enfant sort de sa classe, il arrive le matin et il va prendre le bus, il va venir à pied dans les salles, quelles qu'elles soient. Il arrive dans un lieu et je crois qu'il est déjà en état de désirer le film. Et ça, c'est le travail merveilleux de l'enseignant aussi, qui ne va pas déflorer le film, qui ne va pas raconter le film, qui ne va pas se protéger déjà en guindant et en fermant l'objet film, mais au contraire, les mettre en état de désirer. Et sur le chemin du trajet, on n'a plus un scolaire, on a simplement un enfant. Il arrive dans un lieu, on a la chance effectivement, quand on rentre à la Coursive, il suffit de lever les yeux déjà à l'extérieur, il y a cette coquille Saint-Jacques magnifique, il y a ce lieu majestueux, on rentre, il y a ce hall, la verrière à ciel ouvert, et là c'est du pré-cinéma déjà, c'est-à-dire qu'on regarde le soleil, on regarde le ciel, on est à l'intérieur et à l'extérieur déjà, et on rentre dans la salle, les enfants sont accueillis, et je crois que ça c'est essentiel. Ce sont des toutes petites choses, mais ça compte énormément. Moi j'ai toujours pensé que la projectionniste devait être à mes côtés lorsqu'on présentait le film, d'autant plus pour la première séance en début d'année, parce que physiquement, c'est important que la personne soit là, parce qu'il y a la magie du cinéma, mais faire le noir dans une salle, nombre d'enfants regardent des films sur la télévision, à l'époque encore, hein, au siècle dernier, mais bon, ou sur d'autres supports, mais là, on va faire le noir dans la salle. Et les enfants, le fait de voir, c'était pas de dénaturer, d'enlever la magie du cinéma, c'était au contraire de se dire qu'il y a quelqu'un dans la salle, quelqu'un va faire le noir. Et en fait, c'était magique de voir les enfants, lorsque le noir se faisait ensuite dans la salle, ils levaient les yeux, on leur expliquait que la lumière venait de derrière, et puis ils mettaient les mains dans ces poussières d'images qui étaient déjà le film qui allait advenir sur l'écran. Là, il y avait comme une excitation, et ensuite, la tension
des enfants descendaient et leur attention et leur disponibilité arrivaient sur l'écran. Et ça, ce sont peut-être des tout petits détails, mais ça compte. Je crois aussi que la manière de leur parler, je sais que les plus petits, par exemple, le fait de tenir un micro, moi j'étais la dame blonde qui tenait le micro, et ça les émerveillait. Je crois que ça c'est bon. Et après, eh bien c'est présenter un film, ça ne veut pas dire non plus raconter, ça veut dire aussi, vous évoquiez, mais je crois que c'est important, on peut même à des tout petits enfants leur expliquer que un billet, par exemple, un enfant, souvent dans le cadre d'école et cinéma, le billet n'était pas pris en charge par les familles. Il y avait les collectivités territoriales, il y avait les coopératives scolaires, etc. Mais que quelqu'un avait... C'est du troc et l'argent est noble quand c'est comme ça. Il faut aussi leur expliquer que quelqu'un a payé le billet, que donc il y a eu cet échange et qu'on va voir un film. Leur parler aussi d'un film qui se voit du début à la fin, c'est-à-dire que le noir se fait dans la salle. En tout cas, moi, je n'ai jamais voulu que la lumière se rallume avant la fin des génériques, même lorsque certains enseignants disaient ben oui, mais on a un bus à prendre, on a etc. Non, on voit un film de la première image à la dernière image. Et souvenons-nous, on a montré dans École et Cinéma U, on a montré Le Chien jaune de Mongolie, un enfant qui... C'est quand même merveilleux quand on voit dans U, à la fin, dans le générique, quand la licorne va revenir, dans l'histoire du chameau, enfin, quand, je veux dire, le noir au départ et simplement entendre le son du film, eh bien, tout ça, ça ne devient pas des détails, c'est constitutif du plaisir du film. Donc cette qualité d'accueil, je pense, elle est importante, elle est essentielle, de même que les enseignants sont accueillis comme des spectateurs à part entière, et dans les temps de formation, puisque dans le cadre d'École et Cinéma, en tout cas en Charente-Maritime, c'est vrai que moi j'ai eu la chance de travailler 10 ans avec... le binôme est important. Le binôme enfant-enseignant est essentiel, bien évidemment. Le binôme éducation nationale, culture est essentiel. J'ai travaillé avec Evelyne Lamandé, que certains ont connue pendant 10 ans, avec Alain Pétignot qui est dans la salle et qui est aussi toujours administrateur des enfants de cinéma. Et quand on travaille main dans la main, en harmonie, en questionnement avec l'autre, ben, je pense qu'on arrive à avancer, on arrive à avoir de l'audace. Alors l'audace, c'est pas forcément faire des grandes choses, mais en fait, on arrive à y croire et c'est comme ça qu'on construit un travail. On accueillait, donc chaque film était prévisionné, on accueillait les enseignants. Carole me redisait tout à l'heure qu'elle a toujours été surprise par ces petites pochettes nominatives qu'on remettait à chaque enseignant avec le merveilleux cahier vert, l'affiche enfant, avec l'affichette. Au départ, il y avait quelques affiches proposées par le dispositif, par l'association. Ensuite, des affichettes maison étaient faites avec de la documentation complémentaire, avec un bout de pellicule, ce qui fait que les enfants aussi, très vite, on a mis sur pied. Jean-Michel aussi m'avait dit ça serait bien que tu parles un peu des visites coursives, des visites cabines. Dans la mesure où le projectionniste était présenté aux enfants, eh bien les enfants, naturellement, avaient envie d'aller dans la cabine. Donc on organisait, comme nombre de collègues sans doute, des visites cabines. Et c'était magnifique pour les enfants de poser des questions, de voir ces bobines. C'était encore à l'époque du 35 mm. Et même lorsque les films ont été dématérialisés, on a bien évidemment continué à faire ces visites cabines, parce que c'est aussi une chaîne, c'est tout ce travail humain. Pour que la séance se passe au mieux, il faut que des personnes aient travaillé dans l'ombre, et le projectionniste va travailler dans l'ombre, et la séance va advenir. Je crois que tout ça, c'est important. De donner les billets de cinéma, on ne les remettait pas aux enfants un par un, on les donnait aussi aux enseignants lorsqu'ils allaient à la caisse pour prendre pour donner le paiement. Et je crois qu'ensuite, chaque enfant avait le billet cinéma. Et on peut aussi parler à des enfants de ce que c'est que la production, la distribution, l'exploitation d'un film de manière simple, avec des mots tout simples, avec des tout petits, on peut le faire aussi. Donc tout ça mis bout à bout fait que le film il est mis en état de désirabilité, que l'enseignant aussi se sent en confiance et qu'après, on peut se mettre en danger quand on s'est senti en confiance, je crois. Et que, par exemple, bien sûr que ce n'est pas simple de montrer Alice de Swankmeyer, de montrer La Nuit du chasseur, La vie est immense et pleine de dangers, ces films-là, Ponette, mais on peut inventer, on peut imaginer des manières de montrer ces films-là, et on peut
faire en sorte que l'enseignant baisse la garde. Ça ne veut pas dire baisse les bras, ça veut dire au contraire qu'il accepte d'être surpris et surtout aussi d'être un spectateur avec des émotions et que l'enfant, enfin, l'élève qu'il aura après, ils sont pareils, ils vont cheminer ensemble et ils vont rencontrer une œuvre qui va les dépasser parfois. Et je crois que ça, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire, aussi bien pour l'adulte que pour l'enfant. Donc ce sont toutes ces... tout cela, on a essayé avec Alain de faire en sorte que ça existe. Et puis, bien sûr, tous ces temps de formation. Dans la salle, il y a Pierre Gabaston, il y a Pascal Vimonet, il y a Hervé Joubert-Laurencin. Donc, tu es venu aussi. Donc, tous ces temps de formation ont permis des expérimentations aussi. L'expérimentation, c'est par exemple aussi des rencontres lorsque... Moi, je me souviens, Pierre Hébert, venu présenter La plante humaine, Freddy Denaès, qui a aussi distributeur de films, éditeur de livres, qui a aussi eu tout un pan pédagogique dans son parcours professionnel. On a fait des ateliers de grattage de pellicules avec des enseignants qui ensuite ont vu leur propre travail sur écran, tout ça. Et ça, c'est merveilleux. Les stages école et cinéma en binôme, Hervé Joubert-Laurencin est venu avec Grégoire Solotarev. Donc il y a eu comme ça... C'est pas démesuré, c'est pas exemplaire, c'est simplement aussi, par exemple, mélanger des publics. Les élèves de l'option cinéma de Merleau-Ponty-Rochefort, et j'ai eu aussi la chance de travailler avec un enseignant passionnant, et les élèves de l'option cinéma venaient assister à des temps de formation avec les enseignants d'école et cinéma. Ils venaient parfois partager une séance scolaire avec des enfants. Et les élèves étaient stupéfiés de voir, par exemple, comment un enfant pouvait recevoir un Kiarostami ou La maison de mon ami. Et ils étaient en admiration, les grands, des lycéens, devant l'aptitude d'un enfant à tout de suite se mettre en état de recevoir un film. Donc tout ça, ce sont des croisements qui permettent que on fasse advenir et puis qu'on continue à creuser ce sillon. Enfin, je veux dire, j'ai pas d'autres. Après, on peut tous inciter des exemples de travaux qu'on a pu faire, mais voilà. Alors, moi, j'ai juste une toute petite parenthèse à faire. Moi, j'aimerais parler en 2 mots, mais je vais surtout vous renvoyer un site qui est vraiment magnifique. C'est le Cinéma 100 ans de jeunesse, qui est donc un dispositif qui est parallèle aux enfants de cinéma. Je pense que c'est une association un travail qui existe donc depuis 1995, les enfants de cinéma juste un peu avant. Et je crois que le travail qui est fait par Nathalie Bourgeois, par Anna Bergala, qui est aussi le conseiller pédagogique de cette grande aventure pédagogique, est un exemple magnifique de ce que c'est que justement avoir une pensée de cinéma et aussi avoir le désir d'une pratique, dans le cadre d'ateliers, vous le verrez, vous le savez sans doute, pour nombre d'entre vous, fédérés par une question de cinéma tous les ans, avec vraiment ces temps d'ateliers, de rencontres et ensuite de films. Et le dispositif qui a été... C'est un peu un parcours comme ça... Bien entendu, on connaît l'histoire des enfants de cinéma et la destitution du dispositif par les tutelles. Cinéma 100 ans de jeunesse aussi a été évincé de la Cinémathèque française à un moment donné, a continué sa vie. Le dispositif existe en Europe, existe de par le monde. Et je crois que ce sont des expériences, des expérimentations qui font que... regardons l'avenir et essayons de considérer qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, mais il y a encore beaucoup de passion à partager. Il y a un petit livre, moi je pense qu'aussi dans la transmission, il y a... l'édition est importante. La chose papier, les cahiers verts, on sait combien l'arrêt du cahier vert en version papier nous a meurtris. Je crois que ça, c'est une perte... incroyable et que comment on peut en arriver là, je n'ai toujours pas compris. Mais en tout cas, nous avons la chance de les avoir connus, de les garder. Ils sont dans nos cœurs, ils sont présents chez nous. On peut les prendre, les toucher, et ça, c'est essentiel. Et je crois que tout ça, ça fait qu'on va continuer à y croire. Il existe des émissions de radio. Je pense qu'Antoine va en parler. Ce sont des petites lucioles et
gardons ces lucioles. Et j'aimerais aussi, par exemple, un livre comme Dopo il cinema de Alice Rohrwacher, qui malheureusement n'existe pas en traduction française. Je pense que c'est important parce que cette cinéaste, qui est une jeune cinéaste, enfin, dans la plénitude de sa créativité, elle dit aussi le cinéma a encore à inventer, le cinéma, on va encore y croire. Elle n'est pas dupe de l'adversité, mais elle dit il faut encore crier sa joie, il faut encore y croire. Et essayons d'être un peu comme je sais pas, peut-être comme Saint François, crions notre joie et espérons que, et puis militons pour que cette école qui nous tient tant à cœur, elle puisse continuer à être un lieu où l'enfant a le droit de trouver sa voie par lui-même, son chemin par lui-même. On doit l'accompagner pour qu'il s'épanouisse et qu'on respecte sa sensibilité et qu'on la stimule et qu'on ouvre le paquet cadeau. Enfin, en tout cas, c'est cela. Et puis faisons... je veux dire, moi, j'ai aussi envie de saluer Geneviève en disant que... que ça continuera. Voilà. Et qu'il a existé, il existe encore des chambres d'amour, elle comprendra. Merci. Merci Edith. Merci Edith. Je vais rebondir sur cette conclusion parce que je pense qu'il n'y a pas de transmission sans qu'on explique d'où vient le désir d'être là. Et moi, en version très très courte, j'ai eu la possibilité de choisir entre deux voies, l'université et la salle de cinéma. Et j'ai pensé ne jamais être universitaire parce que je n'avais pas spécialement de piston pour le devenir. Et je suis d'abord devenu directeur pendant 3 mois. Et du coup, c'est posé la question de est-ce que je continue à diriger une salle, en l'occurrence l'Étoile de la Courneuve, et juste derrière, j'ai été recruté au Méliès de Montreuil, ou est-ce que je vais vraiment totalement vers la voie universitaire? Et en fait, la raison pour laquelle je me suis un tout petit peu battu pour conserver ces deux activités, quitte à devenir ensuite directeur artistique quand le cinéma s'est agrandi, c'est Edith, c'est Geneviève, c'est Emmanuel Papillon, c'est évidemment Eugène, c'est Didier Anne qui est dans la salle. Les personnalités que j'avais rencontrées où je me disais que non, en fait, j'avais aussi envie de faire ce métier-là de transmission très directe. Et donc d'offrir la possibilité de la rencontre avec l'œuvre d'art, le choc de l'œuvre d'art, pour citer Bazin, cher à un de nos auditeurs, qui dit, lui, qui définit la critique en disant que l'enjeu de la critique, c'est de prolonger pour la sensibilité et l'intelligence du spectateur le choc de l'œuvre d'art. Et dans cette définition, pour moi, il y a tout du geste critique et il y a tout du travail universitaire aussi. Partir de l'œuvre, partir de la rencontre avec l'œuvre et ensuite essayer d'être à l'unisson de cette œuvre d'art en produisant du coup des dispositifs, des discours qui permettent de la faire résonner davantage. Moi, j'ai été confronté à une question très vite. Je suis arrivé à la direction du Méliès et puis on m'a dit « Ah, on t'a pas dit, au fait, on va construire un autre cinéma. Et puis il sera à 400 mètres. » Et là, je leur ai dit « Non, mais moi, j'ai pas été pris pour enterrer le cinéma. Je veux pas être le fossoyeur de la salle que, soi-disant, j'ai contribué à sauver après une crise violente autour de la municipalisation. » Et à un moment, je leur ai dit écoutez, c'est simple, on va changer vos projets et c'est nous qui allons aller en face de la mairie et qui allons avoir 6 salles et non pas un concurrent. » Et je leur ai vendu, vraiment, c'est du marketing, que nous allions construire sur fonds publics le plus grand cinéma public art et essai d'Europe. Et bizarrement, ça a marché. C'est-à-dire qu'à un moment, les élus ont dit « Ah ouais, c'est bien ça ». Je leur ai dit « Mais oui, parce que vous sortez d'une grande crise politique autour de la municipalisation. Pourquoi est-ce qu'on n'utiliserait pas cet outil comme un outil politique de conquête du public aussi, mais pour dire que ça a tellement bien marché qu'en fait, on est trop petit. Et donc, il faut qu'on s'agrandisse. » Ça n'a pas été sans peine, je ne raconte pas dans le détail, mais il y a eu une première crise avec 2 circuits, UGC et MK2, qui nous ont attaqués pour concurrence déloyale et abus de position dominante pour que le permis de construire ne soit jamais délivré, puis par une municipalité qui avait remplacé l'initiateur du projet, qui elle-même pensait que c'était une erreur de faire ça et qu'il valait mieux faire une MJC au pied des tours dans le Haut-Montreuil. Nous avons gagné ces 2 batailles-là, notamment grâce à une mobilisation de tous nos spectateurs. La transmission, elle est aussi politique. Donc on a fait payer 46 jours de grève par des spectateurs qui venaient assister à des projections dans le lieu même où Méliès a tourné ses films. Et on disait aux spectateurs, le vrai Méliès, c'est nous. L'autre, là, il est en train de péricliter, ils sont en train de le tuer. La fréquentation s'est effondrée de moitié. Et pendant 1 an et demi, on a mobilisé nos spectateurs pour qu'ils continuent à nous accompagner. Parallèlement, on faisait signer une pétition
à 160 cinéastes, dont 16 Palmes d'Or, dont 2 cinéastes présents dans la salle, Nicolas Philibert, Claire Simon, pour qu'ils défendent l'idée même du projet. C'est-à-dire, et c'est important par rapport à la question de la transmission sur la question du vieillissement des publics à réessai, notre angoisse, c'était d'être dans un sous-sol à la Croix de Chavaux, sous terre, invisible de l'extérieur, et de voir nos publics vieillir. Et moi, quand j'ai vu l'opportunité d'aller à la surface, en extérieur, dans 6 salles au lieu de 3, je me suis dit la meilleure idée pour reconquérir le public, pour renouveler le public, c'est d'en faire le lieu central de la ville, d'être l'espace de croisement de toutes les populations et de conquérir le public jeune parce qu'il aura envie d'être là, parce qu'il y aura un bar avec un restaurant, parce qu'il y aura des espaces où on joue aussi. Il y avait un espace de jeu, on l'a fermé, c'était casse-gueule. Parce qu'il y aura des livres avec un espace book libre où on peut partir avec le livre et jamais le rendre, et puis on en amène d'autres et c'est pas grave. Voilà. Et tout cet espace a été conçu pour accueillir l'ensemble des populations. Et cette année, Frimont 3 secondes, on vient de progresser de 17% par rapport à l'année dernière, alors que la moyenne nationale est de plus 1, parce que tous nos dispositifs fonctionnent. On vient de faire un bilan, on a bâti le record sur tous les éléments. Le festival du film de Montreuil, toutes les nuits, la nuit Halloween, 3000 entrées pendant la nuit. Shining, à 3h45 du matin, 192 spectateurs. Vous le montrez le même à 18h, on est 42. 192 à 3h45 du matin. Et donc l'enjeu, ça a été surtout de s'appuyer sur le collectif. Et pour moi, ça c'est évident qu'il faut que les planètes s'alignent pour que le succès soit là. Il faut qu'il y ait un soutien politique. Autrement dit, pour le dire clairement, que la municipalité ne considère pas comme une ombre le fait qu'une structure culturelle gagne en autonomie et en visibilité. Et c'est ça qui s'est passé. La crise du Méliès avec Voynet, c'est un article du Monde qui s'appelle « Une inventivité sans cesse renouvelée au Méliès de Montreuil ». Le lendemain, je suis convoqué par la Direction générale des services. 3 jours après, je me prends 2 enquêtes administratives pour renverser la direction de l'équipe. Donc l'enjeu pour nous, ça a été de démultiplier des opérations particulières et des cycles. Vous avez beaucoup insisté sur cette dimension-là de l'animation. Chez nous, il y a un cycle sur l'animation japonaise, Japanime, il y a un cycle sur le cinéma de genre, aux frontières du Méliès. Il y a un cycle de relecture de l'histoire du cinéma au féminin qui s'appelle Maestra. Il y a les Nuits du Méliès, 2 par an. Il y a les cours au Méliès qui sont des cycles de cours d'analyse filmique avec 1 heure d'analyse d'extraits centrés sur le langage cinématographique. On a fait les mouvements de caméra pendant 1 an. On a fait les échelles de plan pendant 1 an. On fait les figures de montage cette année. Idées d'ailleurs qui sont très clairement dérivées des Unipop, et en particulier les 2 plus exemplaires en France, à Pessac, où elle existe maintenant depuis des années et où elle est absolument formidable et fascinante, et à la Cinémathèque de Luxembourg, qui a aussi une Unipop extrêmement performante, où je crois, Carole, tu es intervenue très très régulièrement. Et toutes ces initiatives nous permettent d'accueillir donc 240 cinéastes l'année dernière, plus les rencontres sans cinéastes avec des associations, notamment dans le champ social et politique. Et c'est la diversité de ces offres-là qui produit l'attractivité. Les 17%, ils sont là, et ils sont dans l'incarnation. C'est-à-dire que ce collectif dont je parlais, c'est un programmateur, animateur jeune public. Alan Chic, c'est une programmatrice. Marie Boudon, c'est Victor Courgeon, responsable des publics. Et c'est tous les 4 qui, tous les soirs, sommes en alternance au Méliès, en train d'accueillir des spectateurs et d'essayer de les guider au mieux vers le film ou d'accompagner le mieux le film. Parce que fondamentalement, un cinéma qui fonctionne, c'est un cinéma qui réinvente le lieu. Il faut qu'il y ait une particularité à être ensemble dans l'obscurité, dans cet espace-là du lieu. Il faut que la parole prolonge. Il faut qu'on ait envie de boire un verre avant ou après, quand on arrive à s'entendre avec l'opérateur. Ce n'est pas toujours le cas, on est en train d'en changer. Bon, peu importe. Mais donc, c'est absolument fondamental, en fait, de se dire que nous devons être un lieu attractif et que là, puisque tu parlais du spectre de la programmation qui permet d'englober tous les types de cinéma, j'ajouterais qu'il faut accueillir tous les types de discours et tous les types de plaisir. C'est-à-dire que dans une nuit, évidemment que la dimension festive est première et qu'effectivement, présenter un film dans le noir, jouer avec la lumière de la salle, oui, ça fait partie du travail sur le lieu. Nous, parmi les initiatives qui nous a fait assez vite identifier, il y a une intégrale Monty Hellman en sa présence, avec des copines n'importe quoi. Quand même, le jour de la manifestation, on lui dit quand même, on a une mauvaise copie 16 d'un de vos films, et puis on est désolé, on a une VHS, qu'est-ce qu'on fait ? Et il nous dit, je vous fais confiance, si la VHS est meilleure, passez la VHS. On a passé en présence de Monty Hellman un de ses films en VHS, on avait honte.
Puis après, on l'a fait savoir, c'était quand même rigolo. Mais à côté de ça, on faisait des ciné-karaokés, c'est-à-dire faire chanter les gens pendant les films musicaux et du coup métamorphoser le rapport à l'espace parce qu'il y a une fidélisation à l'esprit de fête qui peut là accueillir tous les types de populations. Donc pour moi, ça, c'est vraiment important. Non seulement montrer tous les types de cinéma, du blockbuster américain jusqu'au cinéma expérimental, mais accueillir aussi toutes les modalités du discours, d'un partenariat régulier avec le Collège international de philosophie, jusqu'à accueillir des gens qui viennent ici réellement pour être ensemble, faire la fête, dormir au cinéma lors des nuits festives, etc. J'ai peur d'avoir été long, donc C'est tout à fait nécessaire, je le pense vraiment, de le parcourir et de le parcourir sur ce tempo-là, qui est celui de l'élan. Mais non, mais c'est exactement de ça dont nous parlons. Cette journée, elle est consacrée à cette énergie que j'entends chez vous quatre, avec des manières différentes, évidemment, de l'incarner, et qui est exactement le sens de ce qu'on essaye de décrire comme étant les formes réelles et vivantes et qui ont du succès de faire vivre la transmission du cinéma et les modalités de la salle comme espace. C'était important de parler, y compris de l'architecture ou de la disposition des lieux, où on est visible, on n'est pas visible dans la cité, etc., comme une dimension, non pas que de la salle, mais du cinéma lui-même dans la cité, alors au sens citoyen du terme. J'ai un petit mot de conclusion en réaction à notre échange rapide du déjeuner et à Carole ce matin. Et on se pose tout le temps la question de savoir si la transmission, c'est horizontal ou vertical. Et donc, du coup, si c'est descendant parce qu'il y a celui qui sait et celui qui doit apprendre, ou si, au contraire, ça se transmet de façon totalement horizontale. Moi, je pense fondamentalement que c'est diagonal, y compris en hommage à Paul Vecchiali. Voilà. C'est qu'en fait, c'est réellement les deux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas affirmer une transmission qui soit strictement horizontale. Moi, quand il y a 2 semaines, je m'adresse à des étudiants, des élèves, et que je découvre en leur parlant de la plus précieuse de marchandises, fort d'une rencontre qu'on a fait avec une autre classe, avec Michel Hazanavicius, qu'en fait, il y a un mot que je prononce qu'ils ne comprennent pas, et ce mot, c'est Shoah. Et en fait, du coup, je leur demande comme ça, mais il y a beaucoup de gens parmi vous, en fait, qui n'ont pas compris ce que voulait dire Shoah, et en fait, il y a un tiers de la classe qui lève la main. Et là, je suis désolé, je suis sachant à cet endroit-là, et je vais quand même leur donner des informations. Elles sont importantes, elles vont nourrir leur connaissance du monde et du cinéma, et du coup, j'assume cette verticalité-là. Mais en même temps, et on n'arrête pas de le dire, il y a une horizontalité extraordinairement forte. Si c'est aussi formidable de travailler avec du jeune public, par exemple, c'est parce qu'il y a un retour sur investissement, si je veux dire, qui est extraordinaire. On est sans cesse nourri par l'intelligence, la finesse. Moi, j'arrête pas de me dire que le summum de l'intelligence, c'est quand on a 11 ans, enfin, et qu'après, on stagne, quoi. Et c'est triste, mais... Attendez de voir apprendre. Oui. Dans la polysémie magnifique du mot apprendre qui va dans les deux sens, puisqu'on apprend aux autres et on apprend des autres exactement dans le même mouvement, qui est cette multiplicité-là, plus encore que diagonale, dont tu as tout à fait raison de parler. Merci Stéphane, je suis désolé, je fais l'agent de la circulation. Il faut qu'on avance parce que nous avons d'autres interventions, mais merci à vous quatre.